Ancien espion russe, habitué des plateaux de télévision où il vilipende avec véhémence Vladimir Poutine, son ex-collègue Sergueï Girnov est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Estelle. Vous nous racontez l'ombre des légendes dans votre dernier livre. Alors vous nous en offrez la primeur, si j'ose dire, puisqu'il sort le 5 juin et il est édité chez Hestia et compagnie. Alors il y a 15 histoires d'espionnage. Certaines sont très connues, les beepers du Mossad, l'affaire du Rainbow Warrior, Farewell, d'autres moins. Donc nous allons feuilleter ensemble cet ouvrage. Mais déjà, l'actualité, vous la suivez avec beaucoup d'attention. Les pourparlers avec l'Ukraine doivent reprendre lundi à Istanbul. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, assure que la délégation est prête. Kiev n'a pas encore répondu, n'a pas confirmé sa participation. Ils ont raison d'être méfiants, les Ukrainiens? Alors, ils ont raison d'être méfiants parce qu'en fait, ces pourparlers ne servent absolument à rien, franchement, de mon point de vue, parce que c'est juste la façon russe de provoquer Kiev, parce que Poutine voulait leur imposer en quelque sorte la continuité des soi-disant pourparlers de mois de mars 2022, où l'Ukraine soi-disant aurait déjà signé sa reddition, et il y a seulement le méchant Boris Johnson qui les aurait empêchés de le faire. Et donc, en fait, c'était une provocation de leur part. Et en plus, vous vous souvenez, la dernière fois, Trump a voulu que les deux pays obtiennent d'abord un cessez-le-feu 30 jours sans condition. Les Ukrainiens ont signé ça le 11 mars, les Russes pas. Trump n'a pas réussi à imposer ça aux Russes. Et maintenant, il y a le mémorandum qui est revenu. Donc là, l'Ukraine aussi a rendu sa copie. Et la Russie, soi-disant, a rédigé sa copie, ne veut pas la rendre. Alors Vladimir Poutine, que vous avez côtoyé, vous le racontez dans votre livre, vous le qualifiez de petit tchéquiste provincial. Il a quand même réussi, votre ancien collègue, non seulement président, mais là on a l'impression que tout le monde attend sa décision, même Donald Trump, et qu'il fait patienter tout le monde. C'est vrai. Il a raté sa première la partie de sa vie. Il a réussi la deuxième partie de sa vie, tout en sachant qu'il est arrivé au pouvoir. Vous savez, il reproche par exemple la illégitimité au président Zelensky. Poutine est venu au pouvoir par un coup d'État. C'était la fille de président Yeltsin qui a organisé un coup d'État au Kremlin pour mettre Poutine au pouvoir en 1999-2000. Poutine a modifié la Constitution 2 fois. Donc en fait, il est complètement légitime. Ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir. Mais c'est vrai qu'il s'est installé un peu trop bien, même dans ce pouvoir. Donc, et puis, il faut bien le dire que face à Poutine, en fait, Poutine joue un bandit et le monde occidental qui est civilisé n'ose pas, en fait, jouer les bandits avec quelqu'un qui est un bandit. Et il y a ce retour de flamme donc avec Donald Trump. Nous sommes le 19 mai. On va écouter le président américain. Voulez-vous que je vous raconte ma journée? Ma petite conversation avec un gentil monsieur qui s'appelle Vladimir Poutine. Nous avons eu une bonne discussion. Et je pense que des progrès ont été accomplis. 5000 jeunes soldats sont tués chaque semaine en moyenne. Puis il a affiché sa frustration, Donald Trump. Alors vous revenez sur cette rencontre emblématique entre les deux hommes, c'était en 2018 à Helsinki, et vous revenez aussi dans votre livre, L'ombre des légendes, sur cette hypothèse, Donald Trump, un espion russe. C'est un ancien officier du KGB qui l'a affirmé en janvier 2025. Vous y croyez, vous ? Il y a des choses, bien évidemment, je n'ai pas vu le dossier. Moussaïev, qui est un ancien collègue du KGB et qui après est une personne quand même très sérieuse. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a dirigé l'agence de la sécurité nationale du Kazakhstan, qui a dirigé aussi le service de protection du président du Kazakhstan. Ça veut dire c'est pas un farfelu de Uberlu de YouTube qui nous amène ça. Et on voit, ce sont des photographies de 1987. Ouais. C'est là que Donald Trump aurait été approché par le KGB. Donc pour vous, c'est plausible. C'est plausible parce que en réalité, en 1987, quand il était déjà un homme très riche et quand il est venu en Union soviétique, en fait, il représentait ce qu'on appelle un intérêt ciblé pour le service de contre-espionnage, d'espionnage soviétique. Et certainement, autour de lui, il y avait des gens qui l'ont travaillé, qui l'ont essayé d'harponner. Est-ce qu'ils ont réussi ou pas? Nous ne le savons pas. En revanche, ce que nous savons, c'est que Donald Trump actuel se comporterait comme s'il était un agent Krasnov.
C'est-à-dire? C'est-à-dire, il fait tout pour plaire à Poutine. Il fait tout pour donner tout à Poutine sans rien lui demander. Il fait comme s'il était vraiment recruté par Poutine, parce que, regardez, d'abord, il a dit, oui, je vais mettre la pression sur Poutine. Le 12 février, il l'appelle et lui donne tout de suite, sans aucune négociation, à Poutine tout ce que Poutine n'espérait même pas avoir. Et donc, c'est à se poser les questions. Donc vous vous posez des questions et nous on se pose aussi des questions. Comment reconnaître un espion? Alors vous nous parlez de beaucoup d'espions dans ce livre. La Lettonie, vous le savez, a distribué un petit guide et donc pour effectivement prévenir la population, qu'elle essaie de voir qui est espion ou qui ne l'est pas. Et il parle d'un style vestimentaire trop négligé, une hygiène insuffisante, une carrure athlétique ou des cheveux coupés très courts, des traits physiques donc mentionnés dans ce document. Vous approuvez, vous n'approuvez pas? Vous avez les cheveux très courts. Mais après, bon, pour le reste... Bon, après, vous savez, il y a de tout. Moi, il y avait certaines époques, vous savez, lorsque je suis venu sur le plateau de la rue en 2006, j'avais les cheveux qui étaient comme ça. Vous pouvez les retrouver sur Internet encore. Non, en fait, l'espion n'a pas, par définition, n'a pas de signaux apparents, parce que sinon, vous savez, ce serait trop ridicule. Si un espion se mettait la pancarte « Je suis un espion », donc... Ce serait déjà raté. Ce serait déjà raté. Non. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de personnes qui sont les anciens collègues et les journalistes qui sont spécialisés dans ce domaine ont rigolé franchement face à cet article des Estoniens. Dans l'ombre des légendes, vous nous retracez donc le parcours d'espions plus ou moins célèbres du grand public. Et c'est vrai que certains sont restés cachés très très longtemps, donc ce n'est pas si facile que ça de les repérer. Clin d'œil assumé à James Bond, à son créateur Ian Fleming, avec des titres comme License to Lie. James Bond qui agit sous son vrai nom, comme vous à l'époque. Oui, c'est parce que on a ce qu'on appelle un espionnage légal et un espionnage illégal. Légal, ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose de légal. C'est juste, on n'utilise pas les noms inventés, on n'utilise pas les légendes, on travaille sous la couverture. Ça veut dire, on vient tel qu'on est, avec notre propre nom, mais en fait, on se fait couvrir par un emploi qui est un emploi normal, diplomate, commercial, journaliste, écrivain. Moi, j'étais journaliste à l'époque, mais après... J'avais le statut d'illégal, ça veut dire que je n'étais pas rattaché à l'ambassade, ni à l'antenne du KGB à l'ambassade. J'étais seul sur le terrain et je rendais compte directement à Moscou sans passer par l'antenne locale. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, dans mon livre, dans les échanges qui sont effectués en 2010 et en 2024, je raconte quelques cas qui sont, par exemple, Anna Koushenko, oui. Qui a juste s'est mariée à un Britannique et donc elle a obtenu la nationalité britannique. Elle a pris son nom et elle a utilisé son nom comme couverture après d'une... Oui, c'est Anna Chapman. En fait, je n'aime pas qu'on l'appelle Anna Chapman parce que son mari est malheureusement mort. Il a divorcé de cette femme abominable et en fait, elle fait encore mal à son mari. Donc, c'est Anna Koushenko. Elle ne s'appelle pas Chapman. Chapman l'a divorcée et l'a répudiée. Mais c'est comme ça qu'on l'a découverte. Alors, vous nous expliquez aussi dans votre livre que le KGB n'utilisait pas beaucoup de femmes, une sorte de misogynie. Bon, là, Anna Shevchenko voilà, n'est pas du tout le bon exemple, mais c'est ce que vous nous dites. Le KGB n'aimait pas les espionnes. Disons que ce que j'ai constaté, parce que quand je suis rentré en 1984 à l'école du KGB, d'ailleurs la même année que ce certain Vladimir Poutine, la même école, on était 320 hommes. Il n'y avait aucune femme. Et il n'y a jamais eu dans ces promotions de l'école du KGB, de l'académie du KGB, des femmes. En revanche, le service d'espionnage illégal, lui, il employait des femmes. Et je crois que maintenant, ils emploient de plus en plus de femmes. Oui, le statut d'illégal, vous nous l'expliquez bien. Et d'ailleurs, vous revenez aussi, c'est encore totalement d'actualité. On se rappelle en août 2024, quand Vladimir Poutine en personne est venu accueillir ce couple d'espions avec leurs enfants qui ne savaient même pas que leurs parents étaient russes. En fait, ils se faisaient passer pour des... ils étaient en Slovénie, ils se faisaient passer pour des Brésiliens, ou des... Argentins. Voilà, argentins. Donc ça, c'est la preuve que ça existe.
existe. Est-ce que ça existe encore beaucoup? Est-ce que vous le savez? Ça existe encore beaucoup. Ça existe de plus en plus d'ailleurs parce qu'en fait récemment, on a découvert que par exemple au Brésil, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se mêle un peu les pinceaux. Au Brésil, il y a eu 9 personnes, 9 cas qui étaient les illégaux de Russie, qui étaient détectés parce que maintenant on a appris comment détecter les illégaux. Avant, c'était quasiment impossible, sauf si un illégal commet une faute ou est dénoncé ou trahi. Parce qu'un illégal, en fait, c'est fait pour passer sous les radars. Vous passez pour un local ou pour un étranger amical. Et donc, normalement, le service de contre-espionnage ne peut pas vous détecter. Donc voilà, vous aurez plein d'histoires d'illégaux, comme on dit. Puis il n'y a pas que les Russes qui le font, évidemment. D'ailleurs, on va parler de cette histoire, cette histoire du Rainbow Warrior. Là, on remonte dans le temps. Pour vous, c'est pas une erreur ou un ratage total des services de renseignement français. Non, vous dites qu'en fait, ils ont été abandonnés par l'État. Vous êtes très sévère. Je suis très sévère parce que, vous savez, dans mon livre, je ne raconte pas les histoires, je les décrypte. Et donc, du coup, j'ai un décryptage de l'intérieur. Ça veut dire qu'avec les yeux d'un ancien espion. Et par exemple, en France, on disait que Rainbow Warrior, c'est un truc dégueulasse, où la DGSE était nulle, ils ont tout raté. On rappelle, ils ont dynamité un navire de Greenpeace. Il y a eu un mort. En Nouvelle-Zélande. Et donc, je raconte qu'en réalité, si je prends cyniquement le rôle d'un espion, en fait, c'est une opération réussie. Et une opération réussie avec très peu de ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Une seule victime, et d'ailleurs je raconte que cette victime-là, presque, c'est par sa faute, malheureusement, qu'elle est morte, parce que ce pauvre journaliste, photographe portugais, s'il n'était pas allé chercher son matériel après la première explosion, il serait encore en vie parmi nous. Mais surtout, en fait, ces espions français ont été lâchés par la hiérarchie. François Mitterrand, en tant que président, n'a jamais voulu assumer son rôle, parce que c'est lui qui a donné l'ordre. C'est toujours le président qui donne l'ordre. Après, il a servi de fusible, de fusible Charles Ernu, le ministre de la Défense. Et en fait, le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, on a des doutes d'où venaient des fuites, parce qu'il y avait une équipe qui n'était absolument même pas soupçonnée par le service de contre-espionnage local, l'équipe des mineurs, et en fait qui a été dénoncée par la partie française. C'était le fameux article du Monde d'Elie Plenel, le 17 septembre 1985, qui a donné des noms, et en fait ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, et vous le dites, vous êtes très critique. Vous faites aussi un top 10 des meilleures agences de renseignement, et pour vous, c'est le Mossad. Disons que les plus efficaces et qui ont le moins de remords en fait dans leur métier, c'est le Mossad. Mais ça c'est compréhensible aussi parce que l'Israël, depuis sa création, vit dans un environnement quasiment d'ennemis, dont certains donnent le but de détruire l'État d'Israël. Vous prenez le Hamas ou le Hezbollah ou l'Iran et beaucoup d'autres pays maintenant de moins en moins, mais avant c'était quasiment tous les pays arabes qui voulaient faire disparaître l'Israël. Et donc, effectivement, on pourrait se dire que vous pouvez avoir peur pour votre vie, puisque vous êtes un espion, que vous nous racontez des histoires d'espions et récentes, ou que vous êtes un agent double. Et vous nous expliquez qu'en fait, vous avez obtenu vos lettres de noblesse récemment, en mars 2025, puisque vous êtes reconnu comme un agent... Étranger par le ministère de la Justice russe, oui, tout à fait. Mon programme, ça fait 25 ans que je vis en France, sous le statut de réfugié, bien évidemment. Bon, je parle beaucoup de la Russie. Et donc, en fait, vous savez c'est en quelque sorte, c'est une médaille que j'ai reçue du ministère de la Justice russe, parce que tout simplement, je donne beaucoup d'interviews aux Ukrainiens, et donc je suis classé dans le top 10, en fait, des commentateurs russophones de l'Ukraine, hein. Je vous rappelle, parler russe en Ukraine ne fait absolument pas quelque chose d'interdit malgré tout ce que la Russie raconte. Et donc le ministère de la Justice a dit, donc il nous nuit, donc on va le proclamer agent étranger. Et vous n'avez pas peur, très brièvement, Sergueï Girnov, pour votre vie? Je n'ai pas peur, mais je prends mes précautions. D'accord, merci d'être venu sur le plateau 64 minutes. Je rappelle le titre de votre livre, L'ombre des légendes. Je suis sûre que vous avez très envie de le lire, mais il faudra attendre le 5 juin. Merci encore d'avoir été avec nous, c'est très très bientôt.